On va maintenant passer à la dernière présentation de la journée avec Vera Pancaldi, qui est chercheuse INSERM au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Bonjour. Bonjour, tu es là. Tu peux partager ton écran et puis Ouais. voilà, c'est à toi. Alors, est-ce que ça marche? Et parfaitement. Parfait. OK. Bon, avant tout, merci de cette invitation. C'est très intéressant de participer dans cette réunion. J'ai vraiment apprécié toutes les présentations jusqu'à maintenant. Et je vais vous parler de certains projets qu'on fait plutôt que sur l'intelligence artificielle, c'est plutôt du machine learning. Donc, je vais m'excuser pour ça, mais je pense vraiment qu'avec toutes les définitions qu'on a reçues ces matins, c'est pas vraiment le cas qu'on utilise de la IA dans notre groupe de recherche. Mais je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait pour décrire et modéliser le microenvironnement tumoral. Et on a commencé par une description statique de cette concept biologique, en passant par des réseaux de cellules que je vais vous décrire. Et après, je vais donner une petite explication sur ce qu'on cherche de faire en termes de modèles dynamiques. Et pour conclure, je parlerai un peu de la variabilité des patients, qui, je pense, est fondamentale pour arriver vers la médecine personnalisée qu'on cherche tout réaliser dans la vraie vie. Donc, à la fin, ce qu'on entend pour Tumor Microenvironment, le micro-environnement tumoral, c'est l'ensemble des cellules qui entourent la cellule cancéreuse dans un tumeur. Et en effet, c'est un exemple très intéressant du fait que quand on traite des patients, on sait qu'ils sont tous différents et on sait qu'on devrait choisir des traitements différents pour chaque patient. Mais à la fin, c'est compliqué de choisir les traitements. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette variabilité? Je pense que ça vient de deux côtés. D'un côté, il y a la variabilité du génotype et phénotype de la cellule cancéreuse elle-même. Et de l'autre côté, il y a l'histoire des patients. Et je pense qu'on a touché un peu sur ça ce matin avec l'exposome et tous les facteurs environnementaux. Mais en effet, ce que ça donne, c'est une espèce de spécificité du patient qui n'est pas liée seulement à la cellule cancéreuse, mais aussi aux propriétés des cellules immunes qui sont infiltrantes dans la tumeur. Et le micro-environnement tumoral est une espèce de système écologique où il y a une espèce de bataille entre des cellules immunitaires qui sont là pour tuer les cellules cancéreuses et d'autres qui, en effet, protègent les cellules cancéreuses. Et ça, c'est un peu la clé de l'immunothérapie, qui est une révolution dans le traitement des cancers, mais malheureusement, seulement avec un taux de succès à peu près de 30%, qui dépend du type de cancer et aussi du patient. Donc, l'idée, c'est d'essayer de décrire et modéliser tout ça pour mieux comprendre chaque patient et leurs nécessités et développer des traitements personnalisés. Donc, ce qu'on a fait dans un premier projet, c'est de prendre des échantillons tumoraux et faire l'extraction de l'ARN ou de l'ADN et faire de la déconvolution. Ça veut dire qu'on va estimer quels types cellulaires sont présents dans les échantillons. Et ça, on a récemment mis en papier un bioarchive. Je vais vous parler un peu de ça. Mais la deuxième chose qu'on a fait, que je pense est assez intéressant parce que ça nous donne un peu plus de contexte et des informations intéressantes sur l'échantillon, c'est qu'on a pris une approche de microscopie et d'imagerie. Et avec ça, on a reconstruit la relation spatiale entre les cellules. Et ça, c'est aussi un papier qui a été publié l'année passée et je vais vous décrire un peu comment on a fait ça. Donc, pour commencer, la description des composants dans l'échantillon tumoral passe par ce que j'ai appelé la déconvolution. Ça veut dire qu'on prend des méthodes statistiques pour déconvoluer un signal qui est en fait une combinaison des transcriptomiques ou des signaux de méthylation de tout l'échantillon dans des composantes spécifiques, des types cellulaires immunitaires spécifiques qui ont eux-mêmes une espèce de fingerprint, des profils associés au type cellulaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en effet, on prend d'un côté les données de méthylation et de l'autre côté de l'expression. Et on a développé une signature qui cherche à reconnaître les cellules immunitaires présentes en faisant une combinaison de deux choses, de deux types de données s'ils sont présents,
Et sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on a amélioré la signature qui se base sur l'expression génique en utilisant des connaissances de la méthylation, mais pas en nécessitant les données de méthylation pour chaque patient. Donc ça, c'est un peu détaillé, donc je vous envoie au papier pour avoir les détails. Mais en effet, la signature qu'on propose et que les gens proposent pour faire la déconvolution, c'est en gros une liste des gènes et des valeurs qui sont associées à l'expression de ces gènes dans chaque type cellulaire spécifique. Donc, ce qu'on a fait là, c'est on a regardé ces 10 types cellulaires. Et ce qu'on a fait dans les papiers, c'est qu'on a comparé des différentes méthodes avec des différentes signatures pour voir quelle méthode et quelle signature marchait mieux. Alors, il y a un petit problème là. Et c'est qu'en effet, quand on a un échantillon qui est complexe et contient plusieurs types cellulaires, on devrait connaître quelle est la proportion de chaque type cellulaire dans la vraie vie. Mais comme c'est de la biologie, on n'a jamais cette certitude. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire du FOX, de la cytométrie, pour savoir, par exemple, si l'échantillon est de sang, quelle est la proportion des différents types cellulaires sur la base des marqueurs membranaires qui sont typiques de chaque type cellulaire. Mais quand on a des échantillons de tumeurs qui sont solides, par exemple dans le TCGA que vous avez déjà mentionné aujourd'hui, il y a une grosse base de données avec beaucoup de données d'expression et on a pour les mêmes échantillons aussi des images. Et là, ce qu'on a pu faire, c'est estimer la proportion de chaque type cellulaire sur la base des images. Mais ce n'est absolument pas parfait. Et donc, ce qui est notre vraie vie est un peu trop flou, je pense, pour être considéré comme un bon gold standard pour comparer nos méthodes. Donc, à la fin, malheureusement, ça, c'est la situation. Et ce qu'on a fait, c'est simplement de prendre plusieurs types de données et jeux de données sans jamais oublier qu'on n'a pas la certitude de pouvoir comparer les méthodes très bien entre eux pour le manque de cette vraie vie qui serait idéale pour savoir mesurer la performance des méthodes. Mais ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a participé dans un challenge international pour prédire la réponse aux immunothérapies dans le cancer de poumon, dans ces cas-là. Et l'idée, c'était d'utiliser des données publiques où il y avait des données d'expression en bulk, pas single cell, pour les échantillons de cancer des poumons. Et il y avait aussi la réponse aux anti-PD-1, l'immunothérapie, une des plus utilisées. Donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a pris les jeux de données qu'on avait trouvé public et on a commencé à entraîner un modèle. Je vais vous expliquer un peu, mais pas dans tous les détails. Mais en fait, ce qu'on a proposé, c'est une approche où on laisse un jeu de données entier hors le training pour être sûr de ne pas faire de l'overfitting, parce que c'est toujours un problème très, très présent dans ce type d'approche. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la déconvolution en partant des jeux de données bulk RNA-seq. On a déconvolué la proportion de chaque type cellulaire avec beaucoup de différentes méthodes et en utilisant beaucoup de différentes signatures. Et on a entraîné le modèle, c'est un Elastic Net Regression Model. Et à la fin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué quelles étaient les méthodes et les signatures et en fait les types cellulaires qui étaient plus prédictifs de la réponse aux immunothérapies. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en effet, la signature qu'on avait proposée nous-mêmes avec cette intégration entre méthylation de l'ADN et expression génique était la plus performante pour estimer la réponse aux immunothérapies dans ces patients. En effet, c'était la seule variable qui était corrélée significativement avec la progression de la maladie. Et par contre, on avait des autres cellules, par exemple les B-cells, NK, Treg et CD4 T-cells qui étaient corrélées par contre avec la réponse. Donc, c'est un petit pas vers la médecine personnalisée, mais je pense que déjà savoir si la médecine qu'on planifie pour un patient est complètement inutile, ça aide beaucoup pour limiter la souffrance des patients s'ils n'ont pas s'ils ne vont pas être traités bien par cette thérapie. Donc, j'ai parlé jusqu'à maintenant de la description statique de la composition de l'échantillon.
Mais la deuxième partie, je dis, c'était en fait toujours statique, mais en considérant l'aspect spatial. Donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a développé un outil qui s'appelle Tisserand. Ça, c'est le travail de mon postdoc Alexis Coulon, qui en fait a développé cette package de Python pour analyser les images des immunofluorescences. Et ça peut marcher sur plusieurs types d'images et plusieurs types de données. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on extrait des réseaux de cellules où en effet, chaque cellule est un nœud dans le réseau et les nœuds sont liés par des arêtes s'il y a la proximité de ces cellules dans l'échantillon. Donc, on fait ça, on peut exporter les réseaux en différents formats et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des features qui peuvent nous aider à en effet, estimer des propriétés qui sont spécifiques de chaque échantillon et que nous pensons sont associées aussi à la réponse de ces patients à l'immunothérapie. Donc là, c'est un travail vraiment in preparation, c'est vraiment pas terminé et pas publié. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de développer différentes stratégies pour décrire à niveau statistique les caractéristiques de la disposition spatiale des cellules. Donc, sur la gauche, on commence par ce qu'on a utilisé, c'est une propriété des réseaux qui s'appelle assortativité. En fait, ce que ça mesure, c'est simplement si les cellules avec un phénotype spécifique, par exemple ici la couleur, clusterisent ensemble, s'ils se groupent ensemble dans l'espace. Et on peut estimer une espèce de score qui vérifie si ces clusters de cellules sont plus présents que ce qu'on attend par hasard. Donc, à la fin, on a cette score qui explique si les cellules d'un type spécifique se trouvent proches entre elles. Et ça veut dire qu'on peut avoir des communautés de cellules qui sont séparées, par exemple, de la cellule cancéreuse. Ça, c'est très important parce que, comme je vous ai dit, les cellules lymphocytaires seraient là pour tuer les cellules cancéreuses, mais les cellules myéloïdes, en fait, protègent les cellules cancéreuses et empêchent les cellules lymphocytiques de tuer les cellules cancéreuses. Donc, s'il y a des clusters qui séparent, par exemple, les lymphocytes des cellules cancéreuses, ça veut dire que même l'immunothérapie ne peut pas réactiver la réponse immunitaire contre le cancer. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. Et la deuxième, c'est un peu plus complexe, mais l'idée, c'était de penser qu'en fait, on veut décrire chaque cellule avec des features qui sont spécifiques pour la cellule et son entourage aussi. Donc, ce qu'on prend, c'est qu'on se focus sur une cellule et on regarde les voisins. Et pour les voisins, on peut calculer, par exemple, la présence des marqueurs spécifiques qui nous donnent une estimation du phénotype. Et pour chaque cellule, on peut calculer les caractéristiques statistiques de l'entourage de la cellule. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'en pratique, on calcule un vecteur très grand de features pour chaque cellule. Et ce qu'on va faire de là, c'est en fait une espèce de projection de tous ces vecteurs des caractéristiques des cellules dans un espace intégré, un peu comme un single-cell UMAP. En fait, on utilise un UMAP pour faire des clusters des cellules. Mais le fait qui est intéressant ici, c'est que quand on fait des clusters sur cet espace multidimensionnel, on peut trouver des clusters et après, on peut labelliser les cellules sur l'espace réel. Ça, c'est l'espace de l'échantillon biologique avec la couleur du cluster qu'on a identifié en termes de la UMAP multidimensionnelle. Ça veut dire qu'on peut trouver des zones dans cette image, dans cet échantillon, où les cellules partagent des propriétés. Ça, c'est un peu abstract, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a appliqué à des données de spatial proteomics. C'est une technique qui s'appelle CODEX, et c'était des données à peu près publiques. On les a obtenues des auteurs, mais oui, ça a été simple de les obtenir. Et on a démontré, en fait, que si on fait ce type de vecteurs multidimensionnels pour chaque cellule et on regarde comment les cellules se distribuent dans l'espace, on peut obtenir des features qui sont prédictives de la réponse aux immunothérapies. Et je pense que c'est parce que ce n'est pas suffisant de déterminer quelles cellules sont présentes, mais c'est vraiment important de savoir où sont les cellules, si elles peuvent interagir entre eux ou pas, et dans quelle façon. Donc ça, c'est préliminaire, bien sûr, mais je pense que ça donne de l'espoir pour pouvoir intégrer des données spatiales dans l'immunothérapie et dans l'approche computationnelle aux immunothérapies.
Juste pour vous expliquer un peu un projet concret qu'on a commencé, ça s'appelle l'Impredict. C'est un projet aussi sur les poumons, comme ce qui a été décrit avant. Le nombre d'échantillons est beaucoup plus faible. On n'a pas 4000 échantillons, mais on a commencé avec un pilot de 80 patients. Et pour ces patients-là, qui sont tous à l'Oncopole de Toulouse, ça a été un projet en collaboration avec Pierre Fabre, la Fondation, l'INSERM, le CRCT, l'hôpital. C'est pas simple d'organiser tout ça. Mais en effet, ce qu'on a obtenu, c'est des données cliniques, des données moléculaires et des images d'immunofluorescence. Et l'idée, c'est que là, il y a un peu un overview de toutes les mutations qu'on a collectées sur les patients. Et l'idée, c'est de voir si on peut intégrer toutes les données pour comprendre, pour essayer de prédire si ces patients peuvent bénéficier de l'immunothérapie et s'il y a des groupes de patients qui peuvent nous servir pour comprendre mieux la maladie, en fait. Donc, je vais vous montrer des données préliminaires. C'est vraiment pas fini, mais le pilote est parti avec 80 patients. On a calculé avec l'RNA-seq la déconvolution et on a calculé alors la proportion de chaque type cellulaire dans les échantillons. Et de l'autre côté, on a fait de l'imagerie avec deux panels de marqueurs qui, dans le premier panel, on avait en fait la caractérisation des cellules lymphocytaires. Et dans le deuxième, il y a plutôt des cellules myéloïdes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué cette méthode de Tisserand pour calculer un réseau d'interaction entre cellules. Et on a regardé le clustering des cellules spécifiques qui avaient des marqueurs spécifiques. Et de là, on peut classifier les patients selon le type de patron de clustering des cellules qu'on voit. Donc là, malheureusement, c'est un pilot et pas tous les patients ont été traités par immunothérapie. Donc, ce qu'on attend de faire, c'est de lancer le vrai projet où on aura aussi les données sur la réponse et on pourra reproduire ce qu'on a fait sur les données publiques. Pour finir, je pense que c'est intéressant de parler des méthodes de machine learning, de IA, de deep learning, mais aussi, comme ça a été déjà mentionné, je pense que les aspects mécanistiques et les modèles dynamiques peuvent être vraiment utiles pour mieux comprendre ces maladies et aussi pour améliorer les modèles. Donc, ce qu'on a fait dans ce cas, c'est qu'on a collaboré avec Marie Poupeau, Jean-Jacques Fournier et Loïc Kisbert au CRCT. Et parce qu'ils ont développé un système pour étudier la formation des Tumor Associated Macrophages, des macrophages associés à la tumeur, in vitro, associés à l'LLC, la leucémie, Chronic Lymphocytic Leukemia. Dans ces cas, on fait maintenant dans le laboratoire des time courses, des expressions et des différenciations des monocytes qui se différencient en macrophages associés à la tumeur en présence des cellules tumorales. Donc là, on a les données et ce qu'on voulait faire, c'est de faire un modèle mathématique de ce qui se passe dans cette culture. On sait que ce n'est pas le tissu, ça va être beaucoup plus complexe dans un tissu, mais au moins en vitro, on peut essayer de décomposer les différents procès qui jouent un rôle dans la formation de ces macrophages associés à la tumeur. Donc, la première phase du modèle, ça a été un modèle individu-centré, agent-based, où on décrit l'interaction entre les cellules cancéreuses et, dans ces cas-là, seulement les monocytes qui deviennent macrophages. On n'a pas pour le moment les lymphocytes parce que dans ce système in vitro, on a seulement monocytes et cellules cancéreuses. La deuxième partie du modèle, en fait, décrit ce qui se passe dans chaque cellule. Parce que le modèle individu-centré va simplement déterminer comment les différentes cellules interagissent entre eux, mais ne dit rien de ce qui se passe dans les cellules. Et par contre, ce qui nous intéresse, c'est le fait que le monocyte va acquérir un phénotype de macrophage associé à la tumeur spécifique. Et on veut voir comment modéliser tout ça avec des modèles de régulation génique dans chaque cellule. Donc là, ce qu'on a fait, comme je vous ai dit, on a fait 7 modèles individu-centrés qu'on peut regarder ici. C'est un espèce de prototype à NetLogo où on peut regarder comment les cellules bougent dans la culture in vitro. Et de l'autre côté, on a développé un modèle booléen qui explique comment le monocyte peut se différencier un macrophage et spécifique un macrophage qui est associé à la tumeur. Ça veut dire qu'il y a des phénotypes particuliers qui se trouvent dans les macrophages qu'on trouve près des tumeurs. L'idée maintenant, c'est de combiner ces deux approches en utilisant un système pour faire des modèles individu-centrés qui peuvent intégrer des modèles booléens qui s'appellent PhysiCell.
Et ce qu'on va faire comme ça, c'est un modèle intégré de la formation des macrophages associés à la tumeur. Donc ça, c'est un cours, mais on a les deux composantes et nous sommes en train de travailler sur la combinaison des deux. Et les plans futurs dans cette direction, c'est de, bien sûr, arriver à la tumeur solide et dans un tissu. Ça va être un peu plus complexe, mais on a construit les petits blocs et on va mettre tout ça ensemble bientôt. Donc, l'idée là, c'est de travailler sur le cancer du pancréas. On sait que c'est un cancer terrible avec des diagnostics trop tardifs et très peu d'options thérapeutiques pour les patients. Et surtout, probablement dû à l'infiltrat très plein de macrophages qui empêche les cellules lymphocytaires d'attaquer la tumeur. Il y a vraiment peu de bénéfices avec l'immunothérapie. Donc, l'idée, c'est de faire cette collaboration avec Pierre Cordelier et des autres personnes de son équipe qui sont en train de développer un système pour cultiver in vitro ou ex vivo des coupes des tissus et des tranches épaisses, en fait, des cancers du pancréas. Et là, sur ces tranches épaisses, on planifie de faire plein d'expériences, soit des biologies moléculaires en termes de RNA-seq, méthylation, mais aussi de la multiplex immunofluorescence, comme je vous ai décrit dans le poumon. Et l'avantage d'avoir cette culture en 3D serait de faire du live imaging avec immunofluorescence pour suivre le mouvement et les spécificités des différentes cellules qui sont infiltrées dans ces tumeurs. Donc, l'idée, c'est de faire une espèce de combinaison entre le modèle dynamique que je vous ai décrit dans un système très simplifié, avec un modèle de tissu qu'on peut construire à partir de tisserands et la combinaison avec les données moléculaires. Et bien sûr, ce qu'on veut aussi intégrer, ce serait les datas cliniques des patients, parce que je pense que toute sa partie moléculaire des tissus doit s'intégrer aux données cliniques. Et avec un peu de machine learning ou IA même, on espère arriver vers la médecine personnalisée pour avoir des nouvelles biomarqueurs, des nouvelles targets et prédire la réponse au moins de ça. Et une partie vraiment courte sur en fait les futures directions. Je vous ai parlé au début du fait que c'est important de considérer aussi la variabilité des patients et pas seulement la variabilité de la tumeur. Et là, c'est seulement une espèce de review qu'on a fait, mais ça fait beaucoup d'années que je travaille sur la variabilité dans les différents types des procès biologiques. Ce qu'on a commencé à réfléchir, c'est en fait un système de comparaison ou intégration des différents types de données qu'on peut avoir des patients. Par exemple, les données cliniques, les données biologiquiques et aussi les données provenant des biopsies tumorales. Et l'idée, c'est d'intégrer tout ça pour mieux comprendre comment chaque patient va avoir une réponse spécifique à des traitements d'immunothérapie, mais pas seulement d'immunothérapie. Donc, l'idée, c'est qu'en effet, les différentes caractéristiques des patients, ça peut être les données cliniques au diagnostic, mais aussi le passé du patient en termes d'allergie, leur âge, le sexe et des choses qui peuvent se passer dans la vie, comme les expositions et tout ça, peuvent impacter ce qui se passe quand les cellules immunitaires arrivent dans la tumeur et commencent cette espèce de lutte contre la cellule tumorale. Donc là, je vais appliquer des méthodes que j'ai développées dans les autres projets pour décrire l'épigénome des cellules immunitaires parce que je pense que en fait, les phénotypes, la plasticité des cellules immunitaires peut être clé pour comprendre ce qui se passe dans l'infiltrat dans la tumeur. Donc là, je vais recycler des approches que j'ai développées dans le passé pour d'autres projets, mais l'idée, c'est de chercher de comprendre les propriétés des cellules immunitaires et voir si on peut développer des features prédictives à niveau de biopsie liquide dans le sang des patients pour prédire la réponse. Avec tout ça, je vais conclure. J'ai parlé du fait qu'on a utilisé la déconvolution, soit en utilisant les jeux de données d'expression ou de méthylation pour décrire la composition cellulaire dans des échantillons complexes. J'ai aussi parlé du fait que je pense que les dispositions spatiales des cellules sont absolument clés et malheureusement ne sont pas considérées quand on a même du single-cell RNA-seq. Et donc, je pense que vraiment les aspects comme les nouvelles technologies comme Visium et tout ce type de transcriptomique ou même protéomique spatiale va vraiment nous aider à comprendre mieux les choses.
J'ai aussi parlé du fait que les modèles mathématiques peuvent être très utiles, surtout pour comprendre les mécanismes et ne pas rester seulement avec les associations entre une variable et la réponse. Et je pense qu'en fait, ce qu'on devrait faire, c'est de combiner les méthodes d'apprentissage automatique et de modeling, de modélisation, pour arriver à prédire des choses et à la fois comprendre mieux les maladies qu'on traite et les cancers qu'on considère. Et enfin, je vous ai parlé du fait que je pense qu'on doit aussi penser à la variabilité, la plasticité des cellules immunes dans l'esprit d'arriver à la médecine personnalisée. Avec ça, je vais remercier toute mon équipe et tous les collaborateurs, ils sont listés là. Et bien sûr, le financement de mon cher de bioinformatique qui est financé par Pierre Fabre et la Fondation Toulouse Cancer Santé. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup Vera pour cette. C'est impressionnant de voir tout ce que vous avez fait. Alors c'est un monde un peu moi c'est un monde assez différent du mien. J'ai un background en biologie beaucoup trop limité pour tout comprendre, mais ça paraît génial. Nous avons une question de Julie Panquin. Sur les tranches de cancer du pancréas, vous allez pouvoir suivre l'accessibilité des drogues en live? Alors, en théorie, c'est ce qu'on espère faire. En pratique, ce projet est assez difficile. On avait commencé, on a des données préliminaires, il y avait une petite image. On avait un peu du mal avec les marqueurs et nous ne sommes pas au stade de pouvoir suivre la réponse live, pas encore. Mais l'idée, c'est exactement ça. Donc, à long terme, on espère pouvoir faire ça. Oui. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Non, j'ai l'impression que... Non, on a répondu à tout. Je ne vais pas te poser des questions parce que je n'ai absolument pas les compétences pour ça. Vraiment, c'est ridicule. Du coup, il y a David Géry qui nous pose quelque chose. Dans le modèle MOSNA, comment prendre en compte la multiplicité des tests? Ça, c'est une bonne idée. Voilà, bonne question. Je ne sais pas, mais en effet, on ne fait pas vraiment des tests là. On considère simplement des gros vecteurs de features et on espère capturer quelques features qui sont intéressants. Mais ce n'est pas qu'on estime une significativité statistique. Donc, je ne suis pas sûre de comment on peut considérer ça, honnêtement. Ça a été un peu imaginatif cette approche, hein, mais on voulait faire quelque chose qui prenait en compte les statistiques de l'ensemble des cellules parce qu'on comprend que ce n'est pas vraiment la cellule simple qui va déterminer quelque chose, c'est vraiment l'interaction entre les différentes cellules et l'établissement des communautés de cellules qui sont présents ou absents dans les différents échantillons. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette approche un peu imaginative, je veux dire. Mais je ne sais pas vraiment comment considérer la multiplicité des tests. Désolée. Tessellation des interactions courtes distantes, cellules et voisins. Quel est le poids relatif des interactions longue distance? Wow. Alors, pour être honnête, pour le moment, on considère les cellules interagissant seulement s'ils sont vraiment interagissants. Donc, quand on reconstruit le réseau, on coupe les cellules qui ne sont pas en contact. Et bien sûr, avec toutes les différentes méthodes d'installer le réseau, il y en a parfois, si le tissu a des régions où il n'y a pas de marqueurs, par exemple, on peut avoir des choses bizarres, mais on corrige ça et on n'a pas vraiment regardé la communication plus loin que le voisin plus proche. Mais c'est intéressant de le considérer, mais même dans notre approche de MOSNA, on regarde toujours seulement les plus proches dans les voisins. C'est clair qu'on peut faire une méthode de higher order et aller regarder le plus loin parce que clairement, il y aura de l'interaction sur la base des cytokines et des échanges des signaux. Mais pour le moment, on n'a pas considéré ça. Ouais. Cécile, tu as le micro coupé. Merci, c'est gentil de me prévenir. Je disais peut-être une toute petite dernière question là, sur la place dans l'environnement des cytokines et la gestion de cette variable.
Pardon? Ben, je ne sais pas, moi je ne comprends pas la question. Alors, c'est dans les Q&A, c'est la place dans l'environnement des cytokines et la gestion de cette variable. Place à l'environnement des cytokines. Alors, dans le modèle dynamique, on a bien sûr les cytokines. Dans le modèle spatial, pour le moment, on ne considère pas ça parce qu'on n'a pas de dynamique et on n'a pas des signaux qui s'échangent en fait. Dans le modèle dynamique, on a clairement l'échange des cytokines entre une cellule et l'autre. En fait, c'est là où le modèle booléen sert vraiment parce que l'input dans le réseau booléen va être les cytokines produites par les cellules cancéreuses. En effet, si vous allez regarder la publication, on a découvert que peut-être, je veux dire, le modèle base de la formation de macrophages associés à la tumeur était que la cellule cancéreuse émet des cytokines qui transforment les macrophages à TAM. Et après, les TAM émettent des signaux de protection anti-apoptotiques qui sauvent la cellule cancéreuse. C'est un peu bizarre, mais dans cette leucémie, les cellules toutes seules meurent. Ils ont besoin de cette TAM pour survivre. Donc, à la fin, on pensait que c'était un phénomène de signaux anti-apoptotiques envoyés par les TAM aux cellules cancéreuses. On a découvert avec notre modèle qu'en effet, on peut complètement supprimer le mécanisme de protection des cellules et la courbe de survie dans nos expériences est complètement maintenue. Donc, à la fin, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a une très grande importance de la phagocytose des macrophages. Et en effet, les signaux qui sont anti-apoptotiques ne sont pas trop clés. Mais c'est clair que dans ce type de modèle, on modélise aussi l'échange des cytokines, bien sûr. Et on se base sur la littérature surtout. On peut aussi les mesurer, mais pour le moment, on ne l'a pas fait. Eh bien, sur ce, on va s'arrêter. Merci beaucoup, Vera, pour la présentation et la discussion après. Ça clôt une première journée de SMAC qui a été très, très enrichissante, très diverse. Et vraiment, merci à tous les orateurs pour vos présentations et puis pour les discussions que cela a engendré. On se retrouve demain matin, donc à 9h15, pour la dernière matinée de ces journées 2022. Merci à tous et bonne soirée.